Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur du pays. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à la presse. Il sera question de la démarche vers la levée de l'état de siège. Quelle opportunité pour cette fin-là, la revision de la Constitution, en tout cas les avis divergent dans la classe politique congolaise. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Jean-François Dulay, il est secrétaire national du MLC, avocat au barreau du Katanga, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, merci pour l'invitation que vous me faites. C'est un honneur de venir rehausser de ma présence sur votre plateau, dans votre chaîne HK6. Salutations réciproques et salutations aux téléspectateurs louchois katangais, congolais de manière générale, à qui je convierai à une bienveillante écoute de ces échanges. Merci je bien. suis à vous. Merci bien. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher confrère Christian et J également. Bonjour à Maître Jean-François, bienvenue chez nous. Alors, Maître Jean-François Dulay, après les élections dernières, votre formation politique n'est plus caractérisée par l'engouement qu'on a connu par le passé. Qu'est-ce qui expliquerait cette attitude presque inhabituelle? C'est-à-dire, mais moi j'aimerais vous prouver le contraire. Mon mouvement, en fait, mon parti politique qui est le Mouvement de Libération du Congo, le MLC en sigle, a d'ailleurs eu à commémorer ses 26 années d'existence. Ce 30 septembre dernier, j'étais à Kinshasa. Nous avons fait salle comble et l'espace comble puisque nous avons occupé notre cathédrale, notre mythique cathédrale du Congo à Kinshasa. Et il y avait une messe, nous avons communié avec le président national, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, le haut cadre et militant du MLC. Et je vous dis, le parti MLC est en train de vivre. C'est un des premiers partis sur qui il faudra compter en politique, en République démocratique du Congo. Alors bien compris, quelle est la place que vous pouvez occuper au sein de l'Union sacrée? Parce que là, il y a aussi de forces phares en termes de formation politique. À votre avis, vous occupez quelle position? Vous allez... la question est un peu ambiguë. Pourquoi? Parce que d'emblée... C'est connu de tous que la première force politique, c'est l'UDPS. D'emblée. Alors vous occupez quelle place au sein de l'Union sacrée? Au sein de l'Union sacrée, nous sommes parmi les premières formations politiques sur qui il faudra compter. Donc, si vous comptez l'UDPS, il faudra compter le MLC, l'UNC, l'AFDC. Vous n'allez pas arriver à 5 partis politiques sans compter le MLC. En termes de partis politiques, nous sommes en deuxième position. En termes de partis politiques. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Après l'UDPS. En termes de partis politiques, nous sommes en deuxième position. Les autres formations, ce sont des plateformes politiques. Alors, vous comprenez? UNC est allié, AFDC est allié, et ainsi de suite. Allez-y comprendre. Maître Jean-François, justement parce que vous êtes en train de parler de la santé du MLC, votre mouvement politique. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes tenant encore le bon? Justement, c'est parce que seulement à Kinshasa, où vous êtes retrouvable sur le terrain, vous êtes encore debout en termes de popularité de la population qui a eu à adhérer chez vous. Bien sûr, bien évidemment. Ici, dans le Haut-Katanga et dans d'autres, beaucoup de provinces, on ne sent pas le MLC. Vous voyez Jean-François Dulay, le chouchou de la ville, le chouchou des jeunes, louchois et katangais, et qui est ici, et il est en train de tenir. C'est-à-dire le MLC est en train de vivre. Vous m'avez vu partir dans notre formation politique. Mais le MLC était parti. Vous m'avez vu partir dans notre formation politique. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ne vous en faites pas, je suis un monsieur lucide, clairvoyant politiquement. Je suis au MLC, c'est-à-dire le MLC est un parti qui tient la route, prometteur et qui vit en République démocratique du Congo. Honnêtement, puisque vous y tenez fermement par rapport à votre formation politique, êtes-vous récompensé à la taille de la lutte que vous menez ici en province? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par récompense? Non, mais il n'y a pas de cadeau en politique.
Ah, ok. La politique est un jeu d'intérêt. Non, Et vous récompensez la taille de je ne comprends pas quand vous dites que vous êtes récompensé par quoi. Moi, j'ai toujours attendu mon temps. Mais je veux vous dire, moi, quand je fais le travail que je suis en train de faire, c'est par le souci de voir un avènement d'un mieux vivre en République démocratique du Congo de la population. Et c'est un combat. Vous comprenez, de tout le jour. Vous comprenez? Je trouve que si le Congo décolle, nous sommes déjà sur un élan, mais si nous arrivons à un point que je suis en train de voir, je crois que je me dirais que j'ai eu à accomplir très bien mon travail. Alors, je suis en train... Même si on récompensait les autres sans vous, vous tiendrez. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire par récompense. Je crois que c'est la population qui récompense. Jean-François Dulé a toujours eu comme souci être élu et passer à l'hémicycle. Vous allez voir là où je vais faire éclater les talents énormes que je contiens, alors, sincèrement, au sein de l'hémicycle. Maître, et je suis en train de continuer, s'il vous plaît, je suis en train de continuer de me vendre, et je ne me vends pas à vil prix, ne vous en faites pas. Alors, et je sais ce que je suis en train de faire, je tiens bon, et je crois que l'avenir sera radieux. Le MLC est debout. Alors, par rapport à d'autres personnes qui pensent que le MLC serait déjà à côté de la plaque par rapport à son idéologie, on vous a vu donc les années passées être dans l'opposition farouche justement aux côtés de Moïse Katumbi, de Niste Sanga et les autres. Mais on vous voit également maintenant, vous êtes au pouvoir. Apparemment, le MLC n'est pas resté constant. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évoluer en l'idéologie de la politique de manière générale. D'ailleurs, il ne faudra pas entrer dans l'idéologie. Je vais vous expliquer, je vais arriver là. Il faudra pas, la politique ne se fait pas de la sorte. Quand nous faisons la politique, c'est pour arriver à conquérir le pouvoir. Mais non seulement conquérir le pouvoir, ce n'est pas une finalité, l'exercer et arriver à implémenter la vision qu'on a, ce qu'on a comme projet de société, ou programme de société, à implémenter cela dans la vie, dans la gestion de la chose publique pour que la population arrive à ressentir cela. Nous avons fait l'opposition pendant autant de temps. Vous n'êtes pas sans savoir. Jean-Pierre Bemba, après les élections de 2010, les gens lui donnaient gagnant des élections. Mais la Commission électorale nationale indépendante a proclamé le président Joseph Kabila provisoirement. Et la Cour constitutionnelle est venue consolider cela en proclamant le résultat définitif. Nous avons accepté par voie démocratique. Nous avons fait vivre la démocratie. Ça, c'est dans l'actif du MLC. Vous savez pourquoi? Depuis que le président Jean-Pierre Bemba a eu accepté en 2006 qu'il faisait l'opposition et il a accepté les résultats, bon gré, mal gré. Et la suite, en République démocratique du Congo, on n'a jamais accepté des résultats. En 2011, il y a eu des élections, la suite, vous savez. Donc on n'a jamais accepté que le président qui a été proclamé était président. C'était par rapport à la force des choses. S'il vous plaît, mais en 2006, je vais vous dire, 2 fois aux États-Unis d'Amérique, Hillary Clinton avait gagné les élections face à Donald Trump. Mais à un moment, ils se sont dit, bon, nous allons, ils ont accepté pour faire vivre la démocratie. Vous comprenez? Difficilement, ils ont accepté. C'est ça aussi être un homme d'État. En 2011, vous savez ce qui s'est passé. En 2018, vous avez suivi la vérité des urnes. Même en 2023. Alors, vous comprenez? Mais le MLC en 2006 pouvait faire aussi autant. Alors, mais ne l'a pas fait pour faire vivre tant soit peu la démocratie en République démocratique du Congo. Parce que face à la décision de la Cour constitutionnelle, on ne devait que se plier. Alors là, vous venez vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Bien compris, vous venez de caricaturer. Et là, non, que je chute, là on ne va pas me comprendre. Et là maintenant, présentement, je vous dis ce que je voulais dire. On n'est pas là pour faire l'opposition éternelle. On peut beau parler tel que Jean-François Dulé est en train de parler. Vous dites que je n'ai pas été remercié. Donc votre souci, c'est que Jean-François Dulé soit ministre quelque part. Jean-François Dulé soit député, si ça, je vous ai compris. C'est votre souci. Non, vous avez dit je ne suis pas récompensé. C'est ce que vous avez dit. C'était une question. Non, une question. Je suis en train de vous ramasser. S'il vous plaît. C'est-à-dire, pour moi, j'ai déduit que vous avez besoin de tout ce que j'étale
sur le voie mais des ondes. pas du tout mal. S'il vous plaît, des tâches que j'étale sur le voie des ondes, il faudra que je sois en action, que je ne sois pas Alors, que je sois pas un joueur hors terrain pour que vous me voyez en pratique. C'est ça que vous avez voulu. C'est-à-dire quand on fait la politique, on ne reste pas opposant éternel. Donc quand nous avons eu l'occasion, on nous a donné l'occasion d'entrer dans le gouvernement pour aider la République démocratique du Congo. Puisque, s'il vous plaît, le président de la République avait relevé tous les indicateurs au rouge, tout pataugé. Nous étions dans une République où on parlait de Yémen. Il y avait un bicéphalisme qui ne se définissait pas. S'il vous plaît, tout pataugé. Et nous sommes, le président de la République a eu à faire appel à tout le monde. Et je crois que en tant que républicain, démocrate, nous avons répondu à l'appel du président de la République pour sauver la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre. Vous venez de présenter la caricature actuelle de votre état de santé, c'est-à-dire l'état de santé de votre formation politique. Commentez un peu ces faits, c'est lui. Un correctif, cela n'est pas caricatural. Je vous ai donné le fait, la réalité de choses. On peut relancer. Ça n'engage que vous. Alors, c'est une réalité. Il y a un faux député qui se faisait passer comme tel, en même temps sénateur et prophète du nom d'Israël Mbongo Lor. Il venait d'être démasqué. À quel niveau trouvez-vous faillite dans la façon de voir les choses, quelqu'un qui a eu plusieurs fois assiégé au niveau de l'Assemblée? J'irai droit au but. C'est une faille sécuritaire. Allez-y comprendre. Comment peut-on expliquer qu'un monsieur qui n'a pas qualité de siéger au sein de l'hémicycle participe aux travaux de fois au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat? Allez-y comprendre, c'est une faille sécuritaire. Mais j'aimerais éclairer la lanterne de la population. Sincèrement, il n'a jamais touché des émoluments. Il n'a jamais eu à poser des actes en tant que député. Il utilisait cette posture pour peut-être arnaquer certaines personnes en dehors de l'hémicycle. Et qui l'ont démasqué, ce sont ses pairs. Que dis-je? Oh non, ça c'est une bourde. Ce ne sont pas ses pairs, ce sont les députés, puisque lui n'est pas député. C'est un imposteur. Vous comprenez? Lors d'une commission ECOFIN, il a été démasqué par les véritables députés. Et là, il est entre les mains de la justice. Allez-y comprendre, mais à mon avis, c'est une faille sécuritaire. Il faudra qu'il y ait des sanctions. Vous comprenez? Donc, allez-y comprendre. Alors, maître Jean-François Djulé, à vous entendre parler, vous estimez que la faute revient au service des sécurités qui n'a pas pu détecter ces faux députés qui se faisaient passer pour sénateurs et faux prophètes. Alors l'administration de l'Assemblée ne devrait-elle pas, aux premières prestations de celui que vous qualifiez, n'est-ce pas, d'imposteur, l'administration ne devrait-elle pas constater à l'aube de ces prestations? Celui que je qualifie d'imposteur, de farfelu, sincèrement, non, la faute n'incomberait pas à l'administration puisqu'il n'a pas eu à prester. Il n'a pas eu à prendre. Il a pris part à des séances plénières. D'où je dis, ça ce n'est pas l'administration. Je vous dis, c'est le service de sécurité. Il a eu seulement le temps d'accéder à la salle. Or, toute personne peut accéder à la salle. Mais il a eu à passer les mailles sécuritaires. Vous comprenez? Parce que au niveau de l'hémicycle, il y a une nette séparation de l'endroit où le public, puisque les audiences, ou en fait les séances sont de manière générale publiques. Raison pour laquelle vous voyez que ces séances-là sont télévisées d'ailleurs. Mais vous n'accédez pas, la sécurité est là pour que vous n'arrivez pas à accéder. Il y a une nette séparation entre l'endroit. C'est bien délimité. C'est bien délimité. Voilà. Mais malheureusement, là ce n'est pas encore l'administration. Il ne s'est pas fait identifier au niveau de l'administration. Et il a pris goût de la sorte, il arrivait à siéger. Mais il n'a jamais eu à prendre part aux séances ou avoir voix délibérative au niveau, ou même à prendre la parole. Parce qu'on va lui donner la parole sous quelle identité? Vous comprenez? Parce que le bureau... Mais il a dû accorder des interviews. Mais là, le journaliste constate qu'il y a un monsieur qui sûrement, qui a été validé peut-être, et il s'est fait accompagner des assistants,
et il sort de l'hémicycle. Et à chaque fois, il entre. C'est un farfelu, c'est un criminel. Alors justement, maître, c'est un délinquant. Parce que vous en parlez, qu'est-ce que nous pouvons déduire dans le chef du comportement de ces messieurs Israël qui a réussi à tromper le service de sécurité, mais on parle aussi des services d'intelligence. Alors à quel niveau, vous qui êtes praticien de la loi, on peut différencier le service de sécurité de manière ordinaire des services, à quel moment on peut faire appel à l'intelligence s'il y a du service de sécurité? Non. En fait, pour accéder à l'hémicycle, il y a des dispositifs sécuritaires qui sont censés identifier les personnes qui entrent, qui accèdent. Le commun de mortels, c'est-à-dire le public, ainsi que les députés. D'abord, de toutes les façons, tous ont droit à accéder. Mais vous pouvez être fouillé, tout ça patati, parce que voilà. Mais quand vous avez pris l'habitude, on voit, donc vous accédez et vous côtoyez les députés, je crois qu'ils ont perdu l'attention. Et ce n'est pas la première fois que le monsieur accède. Vous comprenez? Il y a eu un déficit au niveau de la sécurité. Ils doivent être sanctionnés. Comme partout ailleurs, ça peut arriver. Aux États-Unis d'Amérique, allez-y comprendre que M. Donald Trump, pendant sa campagne, un ancien président de la République, il y a quelqu'un qui a eu à passer la maille sécuritaire et je vous dis, a eu à tirer sur le président ou l'ancien président. Donc, alors justement, qu'est-ce que l'on peut retenir comme mesure disciplinaire à l'endroit de ces messieurs justement? Ah, ok. Il n'y a pas de mesures disciplinaires. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas membre d'une des chambres. Parce que la mesure disciplinaire s'applique qu'aux membres d'une des chambres, c'est-à-dire aux députés, soit aux sénateurs. Comme il n'est pas député, comme il n'est pas sénateur, c'est-à-dire il subira que la rigueur de la loi. Il n'y a pas de mesures disciplinaires, il n'y a pas de sanctions disciplinaires. Quant à ce, c'est-à-dire c'est un infracteur, comme tout infracteur, comme commun de mortel. Donc il commet des infractions, c'est un délinquant comme tout délinquant. Il subira la rigueur de la loi. Donc, est-ce que vous avez l'idée en termes, si jamais il sera condamné par rapport à cette forfaiture? On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Il faudra d'abord qualifier tous les faits. Son comportement, je n'ai pas tout le contour, vous comprenez? Donc il faudra d'abord arriver à qualifier, c'est au magistrat, et par la suite, il sera amené devant son juge naturel, et c'est son juge naturel qui va prononcer les sanctions contre ces messieurs, au regard de la loi. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord délimiter les faits qu'il a eu à commettre, et on verra ce qui sera retenu contre lui. Bon, on estime que l'avenir nous en dira plus par rapport à ces dossiers. La levée de l'état de siège, on en parle déjà. Le président de la République a eu à émettre ses vœux. Peut-on dire jusqu'ici que le motif de la mise en exergue de cet état de siège ont eu gain des causes sur le terrain? Je veux vous dire sincèrement, apparemment, en République démocratique du Congo, nous sommes amnésiques. À un certain moment, je vous dis, on décapitait nos frères et sœurs. Je vous dis, des localités entières. On peut entrer comme ça, tout un quartier, on a décapité les gens, on a dépité les gens. Vous comprenez? Et les réseaux sociaux étaient inondés. Et depuis le tas de siège, vous allez voir que cette situation a pris fin. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des avancées. La situation a pris fin. Oui, comprenez-vous? Je parle de la situation des décapitations. Des dépitations de citoyens dans une localité entière. Vous le savez, les réseaux sociaux étaient inondés, cher ami. Et en décrétant cet état de siège, ces gens-là n'arrivent pas à opérer tel qu'ils opéraient. Et je comprends que la population, surtout les opérateurs économiques, veuillent assez qu'on lève cet état de siège. Parce que la circulation de biens, vous comprenez, a du mal à circuler facilement dans ce coin. Vous comprenez? Raison pour laquelle ils sont en train de militer pour lever cet état de siège. Alors, maître Jean-François, parce que vous êtes en train d'en parler, vous avez toujours la parole, mais apparemment vous êtes en train d'aller de nager à contre-courant avec ceux qui vivent, nous sommes suivis au niveau de l'Ituri, au Nord Kivu, qui vivent au quotidien. Ils disent que leur souhait est de voir l'état de siège être levé justement parce que ça montrait ses limites. C'est pas parce qu'il y a trop de barrières, ainsi de suite, mais ça montrait des limites, on continue à tuer. Visiblement, avant l'état de siège égale après. Non, il y a eu des avancées, s'il vous plaît. Quand nous gérons, sans état d'âme, il y a eu des avancées. Je viens de vous donner un exemple connu au niveau des réseaux sociaux. Vous allez voir qu'à tout moment, on va vous parler de ce point-là qu'on a décapité en masse.
Et cette histoire, vous allez voir qu'on est en train de contenir cela. Mais l'objectif, ce n'est pas d'atténuer seulement cette décapitation. Partout ailleurs au monde, l'insécurité. Partout ailleurs au monde. Juguler ne veut pas dire prendre fin. Partout ailleurs, l'insécurité. Au Qatar, ici, l'insécurité humaine n'a pas encore pris fin. Allez-y comprendre. Vous comprenez? On regarde le taux. Vous comprenez? Si nous arrivons à décroître le taux de criminalité à ce point, je vous dis, là, vous avez des avancées significatives. Mais ceci dit, est-ce qu'il faudra continuer de vivre dans un état de siège? Ça, je suis d'accord. Non. Vous comprenez? Il a fallu qu'on évolue. Je comprends que les tenants du pouvoir s'inquiètent. Parce que l'inquiétude est la suivante. Parce que diriger, c'est prévoir. Quand on lève l'état de siège, y aura-t-il recrudescence, vous comprenez, de cet état, des choses qui étaient la criminalité à outrance? Vous comprenez? Donc je crois que les tenants du pouvoir sont en train de craindre cette situation. Et la population n'a pas à voir cela. La population veut revenir, regagner la régularité de la vie. La régularité, oui, société. Mais en entre-temps... Et je comprends. Vous comprenez? Mais ceci dit, l'opportunité de la levée de l'état de siège, si nous appliquons le principe de parallélisme de forme et de compétences, vous n'êtes pas sans le savoir que le décrétement, pour qu'on arrive à décréter l'état d'urgence, cela a été l'initiative du président de la République. Évidemment, la loi est claire, la Constitution, il faudra avoir le cutus des deux chambres. Vous comprenez qui compose le Parlement? Ce qui fut fait. Raison pour laquelle vous allez voir à chaque fois, puisque l'état de siège de par la Constitution est prorogé quand elle arrive à sa fin, on a toujours prorogé de 15 jours. Et nous sommes à la 83e fois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant qu'il y a nécessité. Et je crois que le président de la République et le Parlement sont juges de cette nécessité. Parce que vous allez voir que le Parlement délibère par voie de vote, vous comprenez, et puis proroge la prorogation de l'état d'urgence. Cela ne relève même pas du président de la République, relève du Parlement. Alors, s'il faut évaluer l'atténuation de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, à quel pourcentage accordez-vous cette situation sécuritaire avec les avancées dont vous vantez sur... Reprenez la question, je n'ai pas cerné la tournure de votre question. Alors, dites-nous à quelle hauteur il y a eu réduction, s'il faut parler en termes de pourcentage, dans la partie est de la République démocratique du Congo pour qu'on aboutisse à la levée de l'état de siège selon votre... Je ne saurais donner de pourcentage. Non, selon vous? Non, je ne saurais pas vous donner de pourcentage. Mais je vous ai dit qu'il y a des avancées significatives. Les avancées, oui, vous en parlez, c'est justement en ce qui concerne les tueries, mais justement, en ce qui concerne l'occupation de terrain par des rebelles, des villages et des villes sont entre les mains de... Non, là vous faites l'amalgame. C'est pas de l'amalgame. Non. L'état de siège n'a pas été décrété parce qu'il y a eu occupation de villes. Ça, c'est autre chose. C'était pas dans la logique de pouvoir terminer la guerre? Non. C'était par rapport au banditisme urbain. Ah bon? Effectivement, de ce côté-là. C'était pour essayer de juguler, comme j'emprunte l'expression de Christian Munchampa, la situation. Vous comprenez? La situation de l'agression que nous avons, il ne faudra pas mêler. Nous avons le M23, vous avez aujourd'hui Corneille Nangaa et sa cohorte de bandits, vous comprenez, qui sont en train aussi d'opérer de l'autre côté. Mais nous avons eu une situation à l'est de la République où on tuait jour et nuit, et surtout la nuit. Des personnes non identifiées entraient dans des villes, dans des localités, tuées, assassinées, égorgées et prenaient la route. Allez-y comprendre. Donc pour essayer de maintenir, de contenir cette situation, le président de la République avait jugé bon de décréter l'état de siège pour essayer de contenir cette situation. Vous comprenez? Il ne faudra pas faire l'amalgame de choses. Et au stade actuel de choses, cette situation, on a eu quand même, il y a eu une certaine... Je m'excuse, une évolution sensible, disons-nous de vérité. Et la population veut revenir à la régularité de la vie, ou aimerait qu'il y ait une régulation, ou revenir à la régularité de la vie en société dans ce coin, ce qui est normal. Alors, la démarche pour la levée de l'état de siège, il y en a ceux qui estiment qu'il y aurait
une raison cachée et qu'il faille d'abord qui est levé en vue pratiquement d'aboutir à ce qu'on se serait assigné comme mission clandestinement. C'est-à-dire, je reformule encore votre... ou reposez votre question. J'ai l'impression de revenir plusieurs fois sur la même question. Je dois comprendre pour vous répondre. Alors, si je n'ai pas cerné votre question, je serai à côté de la plaque. Alors, il y en a ceux qui estiment que la démarche amorcée pour aboutir à la levée de l'état de siège cacherait une raison non dévoilée jusqu'ici. Non. Qu'en pensez-vous? Mais sincèrement, vous dites, vous voulez une chose et son contraire. Vous venez de crier ici que la population aimerait qu'on puisse lever cet état de siège. Et même s'il y a une démarche venant du président de la République, puisque celui qui avait initié cela, et vous êtes en train d'insinuer encore des choses, finalement, vous voulez quoi? Vous voulez une chose et son contraire. Vous pensez que... Vous voulez une chose et son contraire. Donc il n'y a pas une raison cachée. Non, mais cher ami, c'est la population qui veut. Il y a même des députés. Puisque tout à l'heure... Il y a, s'il vous plaît, il y a même des élus du peuple qui demandaient, du coin de l'Est, qui demandaient à ce qu'on puisse lever cet état des sièges plusieurs fois. Vous n'avez pas suivi le caucus des élus de l'Est? Nous en parlons tout à l'heure, maître Jean. Je vous dis, c'est tout à fait normal. Et si le président de la République remet la balle à l'hémicycle, en fait, au Parlement, pour qu'il puisse réfléchir de la faisabilité de la levée de l'état de siège, il faudra qu'il y ait... Donc vous pensez que tout est blanc? Tout est blanc et c'est normal? Non, mais sont sérieux, vous voulez une chose et son contraire. Et on est là en train de réfléchir que sur la faisabilité. Jusqu'alors, il n'a pas donné la position de la lever. Il dit étudier la faisabilité. Où est le problème? Alors, puisque nous parlons de la démarche que ça signe l'UDPS pour sensibiliser ces diverses bases en vue d'aboutir à la révision de la Constitution, je pense que, parlant de ces vœux émis par le président de la République, nous conduit à parler de l'opportunité pratiquement de voir notre Constitution être retouchée. Est-ce que la levée de l'état de siège n'a pas pour esprit d'aboutir à cette question de grande sensibilité? Ah, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous m'aviez posé cette question avant, j'allais faire de corrélations. Je n'avais pas fait de corrélations. Mais parlons-en. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez une chose et son contraire. D'abord, il faudra retenir. La Constitution est révisable. Toute Constitution de par le monde est révisable. La Constitution des États-Unis d'Amérique a 27 amendements. Les amendements sont des révisions de la Constitution. Aux États-Unis d'Amérique, le président pouvait briguer autant de mandats qu'il voulait, qu'il voulait se faire. Mais au temps de Roosevelt, si je m'abuse, ce président qui a eu à faire 4 mandats, au 4e mandat, il en est décédé. Et les Américains ont jugé bon que le président n'allait plus faire plus de 2 mandats. Il fallait passer par la révision de la Constitution. Ce n'est qu'une parenthèse. Bon, pour la République démocratique du Congo, d'après la Constitution du 18 février 2006, telle que d'ailleurs modifiée et amendée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, a été déjà modifiée, vous avez compris, à 8 titres. Et le 7e titre parle de la révision constitutionnelle. J'aimerais lire avec vous. Le titre est là, de la révision constitutionnelle. Mais ceci dit, toute personne qui a bien fait les études de droit, pas seulement les études de droit, Sciences Po et consorts, mais qui a eu le cours de droit constitutionnel, comprendra que à la mise sur pied de la Constitution, qui est la Constitution originaire, qui met en place la Constitution en premier lieu, les Constitutions originaires a toujours laissé la brèche aux Constitutions dérivées, qui a pour rôle de venir amender, modifier, s'il l'échec, la Constitution. Ceci dit encore, il est une chose que de vouloir réviser la Constitution, il en est une autre d'arriver à l'aboutissement. Mais le Constitution du 18 février, je vous dis, prévoit un titre pour la révision constitutionnelle. Mais cette révision constitutionnelle prévoit la procédure, prévoit le principe, ainsi que la limitation à la révision. Et il n'y a que ce titre n'a que 3 articles. L'article 218 qui pose les principes, l'article 219 qui pose les limitations et l'article 220. Ceci dit, je comprends, j'aimerais vous éclairer directement la population. L'opposition, société civile ou que sais-je encore, devrait dire ceci. Si vous voulez réviser la Constitution est révisable. Libre à vous de réviser la Constitution, mais ne touchez pas aux dispositions constitutionnelles intangibles. Ne touchez pas aux limitations. Cela allait être clair. Nous sommes dans un état de droit. D'après
l'article 1er de la Constitution. Nous ne pouvons pas priver aux gens de réfléchir UDPS ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez qu'ils réfléchissent. Mais écoutez, soyons prolixes. Soyons, oui, tel que je viens de le dire, prolixes, réfléchissons pour que nous puissions bloquer s'il y a des velléités. Alors, s'il y a des velléités à toucher des dispositions constitutionnelles intangibles. Cela est clair, cher ami. J'aimerais lire pour que la population comprenne. L'article 218, même vous pouvez être à la base de la révision constitutionnelle, vous. Jean-François Nullet ou que sais-je encore. L'initiative 218, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres de Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à une des deux chambres. C'est-à-dire, vous, n'importe qui, société civile, peut être, ou opposition, peut être à la base de l'initiative de la révision constitutionnelle. Mais ceci dit, la Constitution vient placer les limitations. À l'article 219. L'article 219 dit ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. L'article 220 vient encore consacrer une limitation. Que la population comprenne. Même si on levait l'état de siège, pour qu'on arrive, je vous aide directement à la révision constitutionnelle, cher ami, l'article 220 est là. Et les dispositions préambulaires, les dispositions motivales de la Constitution sont claires quant à ce interdisent, parce que ce sont des dispositions élevées, érigées au rang de règles intangibles de la Constitution. Alors, maître Jean, permettez-nous d'avancer. Donc, laissez-moi lire l'article 220 et puis vous allez chuter. L'article 220, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. L'opposition est en panne de réflexion, c'est-à-dire ceci. Le pouvoir peut réviser, ou la société civile, ou que sais-je encore, si vous rassemblez les 100 000 signatures en pétition, vous amenez au niveau du Parlement, on peut initier la révision constitutionnelle, mais on ne peut pas toucher les matières intouchables. Je vous dis pourquoi. Parce que la Constitution est l'âme. Alors, justement, la Constitution, permettez-nous d'avancer. Alors, il y a une autre idée. Il y a une autre idée. La Constitution est érigée. Nous vous relançons dans cette La Constitution est érigée. La Constitution, comme norme principielle, est érigée au sommet, au plus haut degré de la pyramide de normes juridiques. Et toute personne est tenue de s'y conformer d'après l'article 62 de la Constitution. On sait y compris le président de la République, le commun de mortels, le parti politique, MSC, UDPS, que sais-je encore, sont soumis, sont tenus de respecter l'esprit et la lettre de Constitution. Non, nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Voici la Constitution. Non, c'est pour vous édifier. C'est pour vous édifier. L'article 62, nul n'est censé, alinéa premier, nul n'est censé ignorer la loi. Les gens qui vous disent ignorent d'abord la loi, et puis maintenant, toute personne est tenue de respecter alinéa 2, la Constitution, et de se conformer aux lois de la République. Opposition, société civile, commun de mortels, président de la République, surtout lui, il est tenu de respecter sa Constitution. Parce que d'après le serment vous de venez de l'article 74, 74, d'après son serment, il est tenu de respecter cette Constitution. Je ne pense pas que le président aimerait violer sa justement, vous venez de faire la lecture. Oui. On vous comprend directement que vous êtes prêt justement pour qu'il y ait la révision constitutionnelle. C'est votre position. C'est pas que je suis prêt, c'est pas ma position. Vous voulez ça. S'il vous plaît. Je vous dis, je suis juriste. Je n'ai fait que lire la Constitution. Revenons dans ce que vous venez de lire. Nous restons dans l'état de droit. Nous sommes dans l'état de droit, vous venez de nous lire la Constitution. Par rapport à la procédure, il est dit que l'on ne peut pas refuser la Constitution lorsque le pays est attaqué. Heureusement, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Effectivement. Oui. Alors, nous sommes dans ce cas-ci. Oui. Est-ce que c'est une opportunité ou pas de pouvoir le faire? Parce que la Constitution qui est en vigueur jusque-là refuse. Apparemment, vous n'avez pas cerné. Je veux vous dire, l'article 219 est clair. Je n'inventerai pas la roue. Vous voulez que je me dédise? Donc, par rapport à la Constitution, la démarche est fausse. Je suis d'une honnêteté intellectuelle irréprochable sur ce plateau. C'est-à-dire pendant l'état de siège, état de guerre, l'état d'urgence.
on ne peut réviser la Constitution. Bien compris. Ça, ce n'est pas Maître Jean-François Dulé qui l'a dit. Alors, justement, parce qu'il y a une autre opinion. Du 18 février 2006. Il y a une autre opinion. Il y a une autre opinion. Nous avons suivi récemment avec le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, qui lui pense qu'au lieu que l'on puisse procéder par la révision constitutionnelle, il faudrait que l'on puisse d'ailleurs changer la Constitution. Pourquoi il avançait deux raisons? Parce que c'est une émanation des personnes qui n'avaient pas qualité justement à sainteté de pouvoir nous donner la Constitution, ça, hein. Et de deux, c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont contraires à la souveraineté de la RDC. Alors c'est quoi votre analyse? Laissez-moi vous réfléchir. La République, vous répondre. La République démocratique du Congo, d'après l'article 1er de la Constitution, se veut un État de droit et un État démocratique. Donc il est libre d'abord de réfléchir. Vous comprenez, M. Adolphe Muzito? Mais ceci dit, il est en train de scier la branche sur laquelle il s'assoit. Comment ça? En 2006, le président Kabila passe président de la République. Il prête serment devant cette Constitution. Même le président Tshisekedi a prêté serment. J'ai lirai l'article 74 de la Constitution. Muzito et son parti politique d'antan, l'ancien Premier ministre, en ont profité. Ils étaient Premier ministre. Vous voulez que je vous choque? Ils étaient à la base de la révision constitutionnelle de 2011. Alors dites-nous. Non, laissez-moi chuter, sinon les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Il en fait partie. En 2011, il était Premier ministre. Et ils ont révisé la Constitution. D'ailleurs, il est à la base. C'est là qu'il devait changer la Constitution. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Puisqu'il était tenant du pouvoir. Alors c'est une vaste. C'est comme ça, comme parce que le MLC est aussi dans l'Union sacrée aujourd'hui, ça va vous profiter si jamais il y a révision constitutionnelle. Ça va profiter quoi? Vous, parce que vous soutenez déjà la thèse. C'est que vous soutenez déjà la thèse. Écoutez, ne réfléchissez pas comme l'homme de la rue. Vous comprenez? La Constitution, ce que vous êtes en train de dire. Les MLC, est-ce que je viens donner le point de vue du MLC ici? Allez-y, ça, c'est pas le point de vue du MLC. Alors, je viens donner, vous êtes cadre du MLC. S'il vous plaît, mais soyons sérieux. Je réponds comme un juriste, un avocat. Bien sûr que je suis cadre du MLC, c'est pas le point de vue du MLC. Ça n'engage que Jean-François Dulé. Je vais être sincère avec vous. Alors, mais parce pourquoi voulez-vous? S'il vous plaît, c'est pas parce que je veux. Je vous lis la Constitution, ne réfléchissez pas comme l'homme de la rue. Nous sommes en train de parler de Jean-François. S'il vous plaît, c'est pas la volonté de Jean-François Dulé. Alors, bien compris, je n'ai que faire. S'il vous plaît, je n'ai que faire de la volonté de Jean-François Dulé. Surtout qu'on est en démocratie. Même si j'avais une volonté, je ne saurais pas faire passer. Alors, bien compris. C'est être prétentieux. Bien compris. Vous comprenez? C'est la Constitution. Maître Jean-François devant réforme textuelle légale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines dispositions constitutionnelles qui ne faciliteraient pas le développement du pays et qu'il faille leur révisitation? Non, c'est un parallélisme qu'il ne faudra même pas faire. J'en ai suivi, je veux directement vous aider. J'ai vu des gens réfléchir. Est-ce que la Constitution vous interdit de payer les enseignants? La Constitution vous interdit, mais bon sang, je vous ai dit, aux États-Unis d'Amérique, on a eu à amender la Constitution. Est-ce que ça a permis à ce qu'on puisse payer les militaires? Vous n'avez pas répondu à la question. Je suis en train de vous répondre. Il n'y a pas de parallélisme possible. La Constitution est une norme principielle, je vous ai dit, érigée au sommet de la pyramide de la norme ou des normes juridiques auxquelles toute personne est censée s'y conformer. Et la Constitution régit l'exercice du pouvoir dans une société. Et quand on exerce le pouvoir, ça peut arriver parce qu'on aimerait exercer le pouvoir de la manière la plus aisée possible. Et le constituant a prévu cela, mais a dit qu'il y a des dispositions que vous ne pouvez pas toucher. Je vais vous dire, moi, si j'étais élu député, j'allais initier certaines révisions de la Constitution. Je viens de vous dire, Muzito était là, ils ont initié une révision en 2011. Il y a une disposition constitutionnelle qui prévoit qu'on puisse céder des pans entiers des territoires pour une cause de l'unité africaine. C'est brader la souveraineté. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour cette disposition constitutionnelle. L'article 71 qui a été révisité, qui était à 2 tours en 2006, a été révisité en 2011 et maintenant de 1 tour, l'élection du président de la République. Moi, je n'en veux pas cela parce que le risque, nous pouvons aller en 2028, nous aurons un président avec 10% de voix, vous comprenez? Avec le moins de légitimité possible, on peut être président de la République. Une disposition dont on a retenu à la source. Il y a plusieurs dispositions. Les provinces sont en train d'apatir. C'est comme ça qu'il faudra réfléchir. Il faudra faire tourner nos ménages. L'opposition est à panne de réflexion. S'il vous plaît, la révision constitutionnelle servira aussi l'opposition. Ils peuvent aussi l'initier, mais à condition qu'on ne touche pas les dispositions constitutionnelles intangibles. Je vais vous choquer.
Cette constitution a aidé que le président de la République, en 2015, le MLC était dans la rue, refusant parce que le président Kabila avait des velléités de se pérenniser au pouvoir. Nous avons compris cela, nous avons refusé qu'il modifie la Constitution. Il a eu à violer la Constitution puisque son mandat prenait fin en 2016, il est allé jusqu'en 2018. Après les élections, je vous dis, nous avons eu l'avènement de Tshisekedi parce que le président Kabila ne pouvait pas avoir un autre mandat. En fait, il devait respecter la Constitution. Et cette Constitution, malgré bon gré, a permis qu'on ait l'avènement du président Tshisekedi en République démocratique du Congo. On veut chier sur cette constitution, on veut violer cette constitution. Je vous dis cela, s'il vous plaît, de part et d'autre, c'est-à-dire ceci. Quand l'opposition est en train de dire qu'on ne peut pas toucher la constitution, c'est une fausseté, c'est une violation de la constitution. Le titre 7 de la constitution parle de la révision constitutionnelle. Et eux vous disent on ne peut pas réviser, pensons. Et la plupart des gens qui vous parlent de la non-révision de la constitution, vous voulez que je vous choque? Tous, la plupart, étaient partis ou faisaient partie de la révision constitutionnelle de 2011. Vous voulez que je vous cite les noms? Je vous épargne des détails. Alors, en commençant par Mouzitou. Dites-nous. Le président Katumbi était gouverneur. Vous comprenez? C'était les artisans du PPRD. Et ils ont fait ce qui est révision constitutionnelle. Et vous parlez, je vous en passe. Et vous allez encore, Matata Pogno. Vous allez me parler quel opposant? Et je vous dis, ils ne peuvent pas vous embrigader. C'est une fausseté. Donc la Constitution est révisable d'après l'esprit de la Constitution, pas d'après Jean-François Julet. Justement. Mais sauf que, j'en reviens, il faudra respecter les dispositions, les limitations prévues par la Constitution, c'est-à-dire l'article 219 et l'article 220. Ai-je été clair, limpide? Là, vous posez la question. Je ne me brade pas à ceux qui me suivent. Mais ils n'ont pas aimé. Je ne me brade pas à vil prix. Effectivement, vous venez de nous lire en tant que praticien de la loi, du droit, vous avez bien dit, la Constitution pourrait être toujours révisée, c'est ce qui est déjà d'ailleurs prévu. Sans toucher. Bon, revenons maintenant en tant que politique. Donnez-nous votre analyse justement en tant que politique. On sent que depuis que ce débat a été relancé par l'UDPS, et l'UDPS ne fait que danser seul. Au niveau de l'Union sacrée, l'ensemble des partis politiques, en tout cas, n'a pas encore donné le go. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence que l'on paye? Mais on est en démocratie. Même si on est d'une même famille politique, même au sein de l'UDPS, vous êtes sûr que toute personne peut mettre un même son? D'ailleurs, en démocratie, c'est bien qu'il y ait de sons dissonants, divergents. Vous comprenez? Donc la démocratie est en train de vivre en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas émettre sur la... S'il vous plaît, que je finisse, sur la même longueur d'onde. Donc vous venez de... S'il vous plaît, vous comprenez? Et deuxième élément, s'il vous plaît. Je venais de vous citer les gens qui peuvent être à la base de l'initiative. Au stade actuel de choses, l'UDPS est un fait privé. Si c'est l'UDPS ou quelques personnalités de l'UDPS, libre à ces personnes de réfléchir, nous ne pouvons pas les interdire. Mais ils doivent confronter leur réflexion à la lumière de la Constitution. UDPS ou personnalité de l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS, ce sont des personnalités qui sont au sein de l'UDPS. Et puis je veux vous dire, là, ils entrent dans le point 4, c'est-à-dire toute personne peut récolter 100 000 signatures. Est-ce qu'avez-vous suivi, vous êtes journaliste, le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya? Qu'est-ce qu'il a dit? Cela n'est pas à l'ordre du jour au gouvernement. Or, le gouvernement est aussi une partie reconnue qui peut être à la base, à l'initiative de la révision constitutionnelle. Donc pour le gouvernement, il a eu à émettre un son dissonant du parti UDPS, le gouvernement. Alors, vous parlez de quoi alors? Très bien. Nous sommes en démocratie, comprenez. Et des chocs d'idées, je ne condamne personne, hein. Et des chocs d'idées, j'ai eu la lumière, mais je félicite la population. S'il vous plaît, je félicite d'abord la population. Laissez-moi féliciter la population. De la manière dont elle s'accapare du sujet de la révision constitutionnelle. Cela prouve que le civisme, le devoir patriotique est en train de s'élever en République démocratique du Congo. Et j'appelle la population et des chocs d'idées, j'ai la lumière. Sur le plan politique, c'est connu de tous que l'UDPS est le parti influent au sein de l'Union sacrée de la nation. Quelle chance politiquement accordez-vous à cette démarche de l'UDPS qui viserait à aboutir à l'obtention de la révision? Je ne suis pas l'arbitre.
ne me donnez pas un rôle assez noble. Vous êtes politique. S'il vous plaît, ne me donnez pas un rôle assez noble tel que vous êtes en train de le faire. Toute personne est tenue de faire respecter la Constitution, en commençant par le président de la République. Je vous disais que en tant que politique. Je sais. Oui, mais quelle chance. Nous sommes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je rappelle, l'UDPS c'est le parti influent de l'Union sacrée. Ce n'est pas un problème. Oui, mais quelle est la chance que vous accordez? Mais ce n'est pas, s'il vous plaît, ce n'est pas la dictature pour autant. C'est la démocratie. Vous me parlez de quoi là? Et puis vous voulez que je vous choque? L'UDPS est minoritaire au sein de l'Union sacrée. De quoi parlez-vous? Je suis sérieux. Minoritaire? Je suis sérieux. Non, mais dites comme composante. Mais l'UDPS seul. Et l'UDPS n'a rien engagé. C'est pas un langage de... S'il vous plaît, il y a des personnalités. De toutes les façons, réfléchir, j'applaudis cela. Je viens de vous dire, nous sommes en démocratie. De chocs d'idées jaillit la lumière. Et nous allons trancher à la lumière de la Constitution de la République démocratique du Congo qui nous régit. J'aimerais lire l'article 74 de la Constitution. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation de résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République, l'alinéa 2, prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Alors qu'est-ce que vous... Allez-y comprendre. De maintenir son indépendance, ainsi de suite, tout ça patati. Et puis, un autre point, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. Je vous dis, le président de la République, c'est un démocrate. Le président Tshisekedi que je connais. Alors, vous comprenez? Je ne pense pas que le président de la République voudrait fouler au pied la Constitution qui a permis son avènement. Et j'aimerais ouvrir une brèche. Si le président de la République est président, c'est parce que Kabila était coincé. Il ne pouvait pas rentrer. Vous voulez que le président de la République foule au pied sa Constitution? Je ne pense pas. Vous êtes juriste, membre de l'Union sacrée, on les rappelle. Vous êtes ici, secrétaire national. Je réfléchis à titre individuel. Et là, les propos n'engagent que vous. Évidemment. Alors, maître Jean-François Dulin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. S'il vous plaît, je les remercie. Je vous en prie. Mais j'aimerais saluer, en fait, féliciter tous les téléspectateurs pour leur bienveillante écoute qu'ils ont donnée à nos échanges. J'espère qu'ils ont eu à puiser selon la capacité de leur soif, ainsi que selon la capacité de leur vase, ainsi que selon l'acuité de leur soif de nos échanges. Je vous en remercie. Merci bien, Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.